Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Mansour Kamardine, là encore, un petit jeune qui vient d'arriver dans la politique. On le reçoit avec plaisir sur ce plateau. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Monsieur le député, pardon, bonjour. Comment on doit vous appeler maintenant, monsieur le député ou Mansour Kamardine? Mansour Kamardine. Toujours. Bon, votre excellence. Allez, on va rentrer dans l'actualité avec cette magnifique image qui est derrière vous, qui est une image du Parlement. Éclairé du Palais Bourbon. Du Palais Bourbon, pardon. Éclairé aux couleurs de notre drapeau français bleu, blanc, rouge. Et européen. Et européen, un petit peu, on voit quelques étoiles. Mais les étoiles, on les voit déjà dans les yeux de Mansour Kamardine, puisqu'on va parler entre autres, de cette histoire Total. Vous avez fait plusieurs sorties médiatiques pendant cette crise Total, cette grève. J'allais dire, bon, maintenant elle est derrière nous, ça y est, on n'en parle plus. Encore que, il va falloir ne pas oublier, parce que on nous parle ou de contrat de vente, ou de DSP, ou de... Qu'est-ce qui existe exactement entre Mayotte et Total? Est-ce que vous le savez? Je le sais pour plusieurs raisons. Oui. Après avoir salué nos compatriotes et vos auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent, je dirais oui, je le sais. Je le sais pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'en 2003, j'ai participé, on va dire, à la négociation ou à l'organisation de l'appel d'offres qui a permis d'attribuer ces secteurs d'activité à la société Total. Et puis, bien évidemment, maintenant, en tant que député, puisque j'ai demandé à me faire tenir copie de la convention qui lie le département à la société Total, que j'ai obtenue. Et vous l'avez eu donc Bien sûr, je l'ai, bien sûr, quand même. Alors, expliquez-nous, est-ce que cette convention a bien un terme? On nous a plus ou moins expliqué ou laissé entendre qu'en octobre 2018, ça serait la fin. Je crois que la convention au départ a été signée effectivement pour une durée de 15 ans. Il arrive aujourd'hui, avec un certain nombre d'obligations de part et d'autre. Je crois qu'il est venu le temps de faire le point de l'application de cette convention. C'est le sens de la question écrite que j'ai déposée donc au Parlement, puisque vous savez, les parlementaires ont des outils d'action. Oui. C'est l'occasion de vote des lois, de vote du budget. C'est aussi ce qu'on appelle les interventions. Dans les interventions, il y a les interventions, les questions d'actualité. Il y a les questions écrites, notamment hors session. Là, nous sommes hors session. Les questions écrites et puis les questions orales sans débat. Donc, il faut utiliser cet arsenal pour interroger le gouvernement. Donc, j'utilise cet arsenal, cet outil, ce moyen pour interroger le gouvernement, de lui demander de nous faire le point sur le bilan, nous faire le bilan de l'application de cette convention. Il y avait un certain nombre d'obligations qu'on peut rappeler rapidement, que je ne les ai pas toutes en tête, mais les principales, c'était que Total construise les cuves. Je crois que quand on passe au rond-point du port de Longoni, on voit ces grandes cuves qui sont construites. C'est issu de cette convention que Total modernise les stations. Et là, effectivement, les stations de 2003 et les stations d'aujourd'hui n'ont rien de commun. Donc, ils ont été modernisées. Que Total également adapte le nombre des stations-service au marché. Et là, je crois qu'il y a encore du travail là-dessus. Il y a du travail à faire parce que à l'époque de tête, il y avait 6 ou 7 stations. Aujourd'hui, on est encore à 6 ou 7 stations. Donc, ça veut dire que sur ce terrain-là, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Donc, il faudra que... Et puis, il y avait autre chose qui me paraît tout aussi importante, c'est que Total s'engageait à assurer la continuité du service public, sauf cas de force majeure. C'était le seul cas où on pouvait comprendre que le service public des hydrocarbures ne fonctionne pas. Et sur ce terrain-là, on peut dire effectivement qu'en 2011, comme là, la continuité du service public n'a pas été assurée. Et donc, il y a eu une défaillance, je dirais, à ce niveau-là, étant précisé que les causes considérées comme comment dirais-je, force majeure, la grève n'est pas comprise. Donc,
voilà, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, voire les jours à venir? Est-ce que on va partir, parce que c'est dans un an la fin de cette convention entre guillemets, est-ce qu'on va vers une nouvelle consultation? Je ne sais pas, en tout état de cause, jouant le rôle que les institutions m'attribuent, j'ai interrogé le gouvernement. Je vous ai dit, nous attendons, en tout cas j'attends que le gouvernement nous fasse un bilan. Donc si le gouvernement répond à cette question, ce bilan sera publié au journal officiel, pourra être consulté par tout le monde. Deuxièmement, j'ai proposé, et le gouvernement a accepté, qu'à l'occasion du passage de la ministre, qu'il y ait ici à Mayotte une réunion de tous les partenaires pour, disons, dire que plus jamais ça. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde comment faire. Et parmi les solutions suggérées, qu'en tout cas je mets moi sur la table, en espérant qu'ils réuniront le plus grand nombre des acteurs qui seront là, moi j'en vois au moins deux. La première, c'est de dire, comme ça a été prévu normalement en 2003, puisque je dis que j'ai participé en tant qu'élu aux débats qui ont eu lieu à l'époque, c'est de faire en sorte qu'effectivement la société, disons Total, laisse en gestion tout ou partie des stations-service. C'est-à-dire que la gestion des stations-service pourrait être tenue par d'autres... Soit sous forme de location-gérance, oui, soit sous forme de cession en pleine propriété à d'autres partenaires économiques, de telle manière effectivement que toute la structure, parce que ce qu'il faut savoir dans l'activité Total à Mayotte, il y a deux choses. La distribution. Il y a l'importation et la distribution. Oui. Donc que l'importation soit faite par une société notamment comme Total, je crois que c'est quasi inévitable, parce que moi j'ai regardé encore hier soir. Et puis c'est leur cœur de métier, hein. Non mais, oui, j'en viens, justement. Mais je regardais hier soir pour comprendre un petit peu, parce que moi j'ai entendu beaucoup ce que nos compatriotes disaient, à la fois sur vos antennes, puis aussi sur les réseaux sociaux. Je regardais. Il y a en France, sur l'ensemble de la France, il y a 9 raffineries. C'est-à-dire qui fabriquent le pétrole, l'essence. Sur les 9 raffineries, 5 sont la propriété de Total. Ensuite, 4 sont la propriété de 3 autres opérateurs. D'accord. Et j'ai regardé, parce qu'il y a eu aussi la question de Galana. On disait oui, mais Galana... J'ai regardé Galana. Galana est une belle société, à l'époque une société étrangère. Elle vient d'être achetée au mois de juillet par une société française, mais elle était jusqu'ici une société étrangère, notamment de droit malgache. Et Galana n'avait pas les capacités d'organisation qu'a Total, par exemple. Et puis à l'époque, c'est qu'il y avait, il y a eu un débat. On se disait, nous, les élus, on voulait le confier à Galana. On se souvient. À l'unanimité du reste. À l'unanimité. Ouais. Seulement, quand on a regardé, parce que pourquoi? Nous, on s'était focalisé sur le goodwill, c'est-à-dire le pas de porte, ce qu'allait apporter la société Galana. Elle nous proposait de nous donner, de verser au Conseil général quelque chose comme 40 millions. Et Total proposait 35 millions de têtes, c'était là les chiffres. Et nous avons dit, nous avons besoin d'argent. Dans l'intérêt des Mahorais, on va retenir Galana. Et on s'est heurté à cette difficulté, parce que quand on a lu les propositions dans le détail, on s'est rendu compte que Galana proposait de ravitailler les cuivres de Dzaoudzi, l'abattoir, par barge. Et on s'est dit, le jour où il y a un problème, une catastrophe dans le lagon, c'est la mort du lagon. Et donc, le bénéfice en tiré était nettement plus faible que les risques à prendre. Et donc, dans l'intérêt des générations futures, nous avons considéré en conscience, dans l'immense majorité des élus, qu'il fallait le confier le vercher à la société Total. Ce qui fait du reste Total, puisqu'il vient livrer par bateau à Dzaoudzi et à Longoni. Donc, voilà les éléments qui étaient sur la table. Aujourd'hui, il faut, que probablement on s'assure que il y ait toujours la pérennité du service, c'est-à-dire qu'il n'y ait jamais eu de rupture d'hydrocarbures ici, ce qui n'était pas le cas avant 2003. Et là, on peut dire
quelles que soient les critiques qu'on peut faire, mais au moins on a des hydrocarbures tous les jours, quasi permanents depuis près d'une quinzaine d'années. Deuxièmement, sur les stations, faire en sorte que les stations, effectivement, soient gérées également par d'autres partenaires. Flo, une réaction. Ouais, moi j'ai une petite question pour essayer d'être précis pour nos auditeurs. Le terme monopole a été employé à tort et à travers pendant ce mouvement. Y a-t-il une situation de monopole? Y a-t-il une interdiction pour notre importateur ou distributeur de s'installer en ce moment? Non, je ne crois pas. Mais comme il a été dit, moi je vous dis encore les éléments. Regardez la Réunion. Est-ce que vous savez que ce que nous consommons ici en un an est ce qui est consommé à La Réunion pendant un mois? Ouais. Nous consommons, notre consommation annuelle est l'équivalent de la consommation réunionnaise mensuelle. Première chose. Deuxième chose, à La Réunion, il y a un seul importateur qui s'appelle Total, la SRPP. Et d'ailleurs, laquelle SRPP, aujourd'hui, a dans son capital comment il s'appelle, l'une des sociétés la société Rubis qui vient d'acheter Galana est également dans la société comment il s'appelle, la SRPP, c'est-à-dire la Total Réunion. L'importateur en tout cas. L'importateur. Ce qui veut dire que demain, supposez même qu'on change, on dit bon, pas de Total, on prend Rubis, ce sera encore Total. Oui. Bien sûr. Encore Total. Autrement dit, dans ce secteur-là d'activité, notamment d'importation des produits pétroliers, il y a de par le monde 5 ou 6 gros opérateurs, et Total est deuxième ou troisième dans le monde. Il y a les Américains qui ont la première place, puis après viennent derrière Total. Donc je crois que parler de monopole, à mon avis, c'est inadapté. À La Réunion, il y a un importateur, tout comme d'ailleurs aux Antilles. Aux Antilles, c'est une autre société qui s'appelle ExxonMobil, qui fait de la raffinerie un peu comme Total, mais vous voyez, bon, c'est ça les situations. Je vais vous faire un aveu. À un moment donné, EDM avait envisagé de se séparer de l'emprise de Total et d'importer pour son propre carburant. Elle n'a jamais eu de bateau parce que les quantités, les volumes qui sont faits sont tellement faibles pour ces opérateurs-là, que pour eux, Mayotte, c'est un goutte d'eau dans un océan. Oui. Donc je crois qu'il faut aussi dire tout ça de façon à pouvoir envisager avec beaucoup de sérénité ces évolutions. Ce qui est important, à mon avis, c'est de permettre à ce que tout simplement il y ait un service public continu des hydrocarbures, parce que nous avons besoin d'hydrocarbures pour faire fonctionner notre économie, faire en sorte que ce qui s'est passé là ne se reproduise plus. Et moi, je verse cette direction. La deuxième proposition que je souhaitais faire, après le fait qu'on ait donné la possibilité à plusieurs opérateurs d'être dans la distribution des hydrocarbures, et là, c'est d'une manière générale, faire en sorte que toutes les conventions collectives applicables dans les départements d'outre-mer soient étendues à Mayotte, de telle manière à ce qu'on n'ait plus ces grèves à répétition qui naturellement, c'est des garanties constitutionnelles, mais en même temps, c'est des difficultés pour le développement économique de ce territoire, alors qu'il en a fortement besoin. Justement, on attend beaucoup de la visite officielle de notre ministre de l'Outre-mer, une ministre qui fait partie forcément du gouvernement, pour qui vous avez donné un accord au Premier ministre sur son projet. Mayotte attend énormément. On peut s'attendre à quoi de cette visite, selon vous ? Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'informations sur cette visite. Oui. Nous attendons qu'on nous donne les éléments, qu'on sache qu'est-ce qu'il doit faire. Moi, de ce que je sais, il semblerait que la préfecture ait peur d'amener la ministre pour aller voir les réalités mahoraises. Ce serait dommage. Moi, j'aurais aimé qu'elle puisse aller sur le terrain voir exactement quelles sont les réalités mahoraises, parce que ça peut aider dans les arbitrages. Deuxièmement, ce que je peux dire également, c'est que j'avais proposé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tenue d'une réunion au moins sur ce terrain-là, et le gouvernement vient de me signifier qu'elle était tout à fait d'accord. Donc il y aura une réunion qui sera organisée autour de la thématique des grèves et de la situation que nous avons connue pour qu'elle ne se répète plus. Nous avons des enjeux considérables liés à l'immigration, liés à l'insécurité, liés à l'école. Bref, un tas de sujets liés au monopole. Et là, cette fois-ci, on peut vraiment parler de monopole d'Eurostral
ici, probablement avec des risques d'entente entre l'autre société qui était venue, Corsair et Eurostral. J'ai posé des questions. Là aussi, j'ai interrogé le gouvernement dans ce sens pour demander à ces inspecteurs d'aller vérifier si le retrait de Corsair n'est pas dû à une entente entre Eurostral et cette société, parce que ce sont les Mahorais qui en payent le prix, et ce n'est pas acceptable de demander de saigner les peuples les plus défavorisés du territoire de la République pour alimenter des économies ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été obligé pour le travail d'aller à La Réunion et j'ai payé mon billet d'avion pour La Réunion 900 €. Oui. Pas loin de 907 €, je crois. Oui, c'est tout simplement inacceptable. Inacceptable. Mansour Kamardine, en conclusion, ça va vite, on a encore plein de questions à vous poser, mais tant pis. 2 mots sur le côté politique des choses avec Elad Chakrina. On a vu, c'était dans l'actualité, le procureur et le juge d'instruction a mis en examen ce fameux gendarme. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la Constitution, qu'est-ce que les règles peuvent permettre pour comprendre ce qui va se passer demain, c'est-à-dire à partir du 15 septembre? Alors, il y a dans votre question, il y a 2 questions. La première, elle est liée à la protestation électorale qu'Elad Chakrina a déposée devant le Conseil constitutionnel. Dès les premiers jours, je considérais en conscience, pour avoir eu à connaître un peu du contentieux électoral, cette protestation a des grosses chances, on va dire, de prospérer. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que demain, dans les jours, les semaines qui viennent, qu'il y ait une revotation. C'est-à-dire que les électeurs de la première circonscription soient convoqués à on va vers ça. En tout cas, c'est possible. Enfin, il y a une forte probabilité. Je ne suis pas le juge constitutionnel, oui. Je ne connais pas le dossier, mais c'est difficile d'imaginer que l'on s'arrête là avec des PV qu'on a vus sur la télé complètement falsifiés, c'est-à-dire avec des blancos. C'est des choses il faut aller à Mayotte, probablement dans la première circonscription pour les voir. La deuxième question derrière votre question, c'est le volet pénal. Oui. Et là, sur le volet pénal, je dirais que je ne connais pas du tout le dossier, donc ce sera, à mon avis, enfin, de mon côté, je dirais très osé de vouloir me prononcer. En revanche, ce que je dirais, des éléments que nous avons sur la place publique, sont-ils vrais ou faux, je n'en sais rien, mais si ces éléments tels qu'ils ont été publiés sont vrais, là encore, je crois qu'il y a effectivement des questionnements à avoir, parce que vous savez, la procuration en matière électorale est un acte majeur. En tout cas, c'est la conception du législateur. Le législateur a souhaité que lorsqu'on établit une procuration, qu'elle se fasse dans des conditions bien précises. D'abord, il faut que ce soit un juge ou un officier de police judiciaire. C'est-à-dire qu'un APJ, un agent de police judiciaire ne peut pas le faire. Il faut que ce soit un OPJ, donc quelqu'un qui connaît bien les règles qui s'imposent. Oui. Deuxièmement, il faut que la personne l'OPJ, la personne, le mandant, c'est-à-dire la personne qui veut donner sa procuration, comparaisse personnellement devant l'officier de police judiciaire, ouais, ou le juge. S'il est malade, il y a un certificat médical qui est établi pour dire qu'il ne peut pas se déplacer. Et à ce moment-là, l'OPJ se déplace lui-même au domicile de la personne malade ou à l'hôpital. Ouais, donc c'est très encadré. Très encadré. Est-ce que ces règles ont été observées? Est-ce qu'ils n'ont pas été observés? Je ne peux pas le dire, puisqu'encore une fois, je ne connais pas du tout ce dossier. Donc, sur ce terrain-là, je pense que il faut que les choses poursuivent leur cours. Donc, voilà. Vous voyez quand même bien d'un bon oeil d'avoir un deuxième député de la même couleur politique que vous? Ou c'est Mais c'est indépendamment du volet pénal. D'accord. Je resterai dans la protestation électorale et à ce moment-là, je vous dirai, bien évidemment, j'entretiens les meilleures relations avec Ramlati, qui du reste, en dehors de la politique, a toujours été une amie, disons, d'enfance et d'école. Et puis de l'autre, sur le terrain politique, il est bien évident que j'ai soutenu Elad Chakrina, je soutiens Elad Chakrina, je pense que c'est un excellent candidat, ça peut être un bon député, et donc ça peut être bon pour Mayotte. Merci beaucoup Mansour Kamardine d'avoir répondu à nos questions, c'est tout pour ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.